Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une ce soir, à 3 jours des élections, les candidats multiplient les meetings à travers le pays. Les Burkinabés sont attendus aux urnes dimanche pour les élections présidentielles et législatives. 13 candidats sont en lice, dont le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, qui brigue un second mandat. Pour lui faire face, 12 candidats qui fustigent son bilan. La sécurité et l'économie sont les principaux enjeux de la campagne. On en parle dans le débat. Les PME face à la problématique du financement, trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Une vingtaine d'institutions internationales de financement du développement annoncent leur intention de mobiliser d'ici fin 2021 jusqu'à 4 milliards de dollars pour venir en aide aux micro, petites et moyennes entreprises. Le Covid-19 continue de s'étendre dans le monde. Plusieurs gouvernements renforcent leurs dispositifs visant à freiner la propagation du virus. Un temps préservé par la pandémie, le continent africain est de plus en plus touché par la propagation du Covid-19. Et pour décrypter ces actualités, avec moi sur ce plateau, Abdelkerim Yacoub Kondogoumi, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières et chercheur également, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci à vous d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir de vous retrouver. Et sur ce plateau également, Alfred Tchongo. Bonsoir Alfred. Bonsoir Zara et puis bonsoir à mes très chers téléspectatrices par ces temps de Covid-19. Oui, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bien sûr, Alfred Tchongo, éditorialiste d'Africa 24. Tout de suite, le débat. Les 13 candidats sont donc en lice pour l'élection présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso. Parmi les prétendants, le président sortant Roch Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition. On retrouve également Edi Komboigo, candidat du CDP. Alors, économie, santé, sécurité, les défis ne manquent pas pour le prochain chef de l'État, Nelly Claude Bessa. Candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboigo, dans son programme social, compte mettre l'accent sur la promotion de l'auto-emploi des jeunes. Pour redonner espoir au peuple burkinabé, il prévoit de former les jeunes et les chômeurs dans les métiers de l'avenir comme les TIC et surtout les aider à créer des entreprises. Même son de cloche pour Zéphirin Diabré, candidat de l'Union pour le progrès et le changement. Ce dernier ambitionne d'atteindre le rythme annuel de recrutement dans l'administration publique de 12 000 agents par an et 340 000 emplois par an dans le secteur privé. Remplir des promesses électorales vis-à-vis des jeunes, c'est commencer par leur garantir la sécurité, celle de leurs parents, pour ensuite mettre en place toutes les mesures contenues dans différents programmes électoraux. Il faudrait pour cela une gestion parcimonieuse des peu de ressources internes de la part de la personne qui sera élue président et une aide complémentaire extérieure pour que la jeunesse burkinabé s'y retrouve et ne soit pas que les dindons de la farce des promesses électorales non tenues. Pour le prochain quinquennat, le président sortant, Roch Marc Christian Kaboré, compte quant à lui mettre en place des centres de formation dans les 13 régions du pays au profit des jeunes. Il en est de même pour Yeli Monique Kam, candidate du MRB, qui, à travers le pilier de la formation, entend offrir à tout jeune, diplômé ou non, une chance d'accéder à un métier qui lui assure un emploi décent. Dans son programme, le candidat cadre et Désiré Ouedraogo du mouvement Agir Ensemble prévoit également un accompagnement des jeunes dans la création d'entreprises. Cette lecture des emplois à créer montre donc que chacun des candidats compte mobiliser le privé pour l'accompagner dans la création de l'emploi. La difficulté ici est arriver donc à créer ce déclic qui va faire intéresser les jeunes aux emplois des secteurs de l'élevage, des secteurs de l'agriculture qui sont les secteurs les plus porteurs en termes de création d'emplois. Au Burkina Faso, les jeunes qui représentent près des 2/3 de la population sont une force sociale incontournable avec laquelle les candidats à la présidentielle comptent bien composer pour le développement du pays.
Alors, les questions économiques au cœur, bien sûr, de cette élection présidentielle. On a également la question sécuritaire. On va en parler tout à l'heure. Mais d'abord, cette question du chômage qui a fortement dominé cette campagne. Quel bilan, Abdelkarim Yacoub Koundogomi, pour le président Roch Marc Christian Kaboré? Est-ce qu'on peut parler d'un bilan plutôt négatif, comme le dénoncent ses opposants, mais aussi une bonne partie de la société civile, il faut bien le reconnaître? Non, je ne crois pas que c'est négatif ou c'est positif. La question de savoir ce qui a été vraiment réalisé, l'attente de la jeunesse. Parce que la jeunesse burkinabé, souvenez-vous, c'est l'une des jeunesses africaines les plus dynamiques, les plus engagées. Et cette jeunesse burkinabé a fait quelque chose où tous les politiciens n'ont pas pu faire. Cette jeunesse qui en avait marre qu'on ne prenne pas en compte ses revendications, a fait elle-même sa révolution. Donc après cette révolution de la jeunesse burkinabé, cette jeunesse attend vraiment des actions concrètes pour aider cette jeunesse à enfin avoir un avenir meilleur. Mais qu'est-ce qui a été fait depuis cette révolution jusqu'à aujourd'hui? J'ai été au Burkina en octobre de l'année dernière et j'ai vu cette jeunesse qui se débrouille. C'est une jeunesse qui est dans l'informel. On voit ces jeunes qui prennent des initiatives. Et qu'est-ce qu'il manque à cette jeunesse? C'est vraiment avoir des cadres institutionnels, des politiques publiques et des plans pour l'accompagner sur l'action des financements. Et aussi à l'éducation. Aujourd'hui, l'université Ouaga 1, la plus grande université de Ouagadougou, a 70 000 étudiants, alors que c'est seulement 25 000 places qui sont là. Donc, l'offre n'est pas vraiment encore adéquate à l'attente de la jeunesse burkinabé. Moi, je crois que peut-être, quand on regarde les réalisations ou les plans d'action qui ont été mis en place depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des plans de politique. On a vu le ministère de la Jeunesse faire beaucoup, mais c'est seulement sur le plan institutionnel. Maintenant, il faut sortir de ces plans institutionnels, il faut aussi aller sur le plan de l'éducation, sur le plan des financements, sur le plan de l'accompagnement de cette jeunesse qui est beaucoup plus dans le privé et même l'informel du côté du privé, de revenir dans le secteur formel et avoir accès à des financements. Alfred Chango. Alors, ce qu'on peut dire par rapport au bilan de Roch Marc Christian Kaboré, par rapport à la jeunesse, par rapport à l'emploi ou à l'intégration de la jeunesse burkinabé dans le marché de l'emploi, c'est que le Burkina Faso a connu quand même, mais comme la plupart des pays du front contre le terrorisme, a connu des bouleversements qui ont fait effectivement que les promesses qui avaient été faites par le président pour essayer de remettre la jeunesse au cœur de son action ont patiné. On se souvient de la rencontre entre Macron et les étudiants à l'université de Ouagadougou et des attentes de cette jeunesse-là. Simplement, lorsque vous mettez au cœur justement du dispositif politique la question de la sécurité, de l'insécurité, du terrorisme, vous voyez que les peu de ressources de l'État qui auraient pu être allouées par exemple au financement des actions de la jeunesse, à son intégration dans le marché du travail, ce sont des programmes qui sautent au fond. Donc, moi je serais beaucoup plus indulgent avec le président Kaboré dans ce sens-là. Évidemment, les attentes de la jeunesse, comme un peu partout en Afrique, sont énormes. Mais il y a la part de la formation de l'éducation. Beaucoup sont à l'université. Quand ils sortent, évidemment, il faut trouver du travail. Ils sont dans l'informel, ils sont dans le numérique et dans les autres petits boulots qu'on trouve. Mais plus fondamentalement, ce que moi je vois par rapport au Burkina Faso en général, c'est que les promesses des campagnes sont des promesses vraiment de campagne. Parce qu'aucun des candidats ne peut garantir les financements de ces projets-là qu'ils annoncent, de tous ces programmes-là. Donc il faut être raisonnable et se dire qu'au fond, les propos de campagne n'engagent que ceux qui y croient, mais que ce qui détermine, ce sont les accords financiers entre le Burkina Faso, les institutions financières africaines ou internationales et les partenariats qui se mettent en place pour pouvoir soutenir les projets qui sont mis en place.
Abdelkarim Yacoub Koundougou. Mais dans l'ensemble, on peut quand même dire que voilà, depuis 2015, il n'y a pas réellement eu d'évolution, notamment en ce qui concerne sur ces questions précisément économiques, notamment la question de l'emploi, un manque de perspectives économiques du côté de la jeunesse. Ça reste quand même quelque chose qui est là depuis et qui continue. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution depuis l'arrivée au pouvoir du président Roch Marc Christian Kaboré. Les choses ont bougé en fait avec l'arrivée de Christian Marc Kaboré. Quand même, quand on sort d'une révolution, un pays complètement déstabilisé et qu'il faut reconstruire, c'est comme un bateau sort de la tempête. Donc, stabilisation du pays, sécurisation. Mais justement, il n'y a pas eu de stabilisation. Donc, on se demande. Il y a eu des stabilisations. Il y a eu précisément une évolution de réelles avancées. Parce que sur la question sécuritaire, ça s'est plutôt dégradé depuis 2015. Mais ce n'est pas de la faute du Burkina. Ce n'est pas la faute du gouvernement burkinabé. Le Burkina encaisse des reflux d'autres pays, le Mali, la Libye, tout ce que vous savez, le Burkina a encaissé. Donc maintenant, moi je crois qu'il faut être indulgent avec le président Kaboré parce qu'il a pris le pays dans un état vraiment difficile. Et le Burkina aujourd'hui est quand même, par rapport au pays du champ, a réussi quand même à encaisser le coup. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est de continuer sur cette base de stabilité relative qu'il y a, à reconstruire, à relancer. Moi, je crois que la responsabilité est globale. Ce n'est pas seulement au gouvernement, parce qu'il y a des facteurs externes qui ont fait que les efforts du gouvernement, peut-être, qui étaient destinés à améliorer les choses dans un climat politique, sécuritaire et économique sécurisé, n'a pas été le cas. Donc maintenant, qu'est-ce que le gouvernement a pu faire avec le peu de moyens qu'il a et la situation nouvelle qui s'est présentée afin de trouver l'équilibre entre l'investissement sur le plan socio-économique en faveur des jeunes et pour tenir ses promesses politiques, et de l'autre côté, essayer de faire face à des imprévus, à des financements ou à des demandes de financement dus à des situations plus graves, par exemple la sécurité, parce que la lutte contre le terrorisme, quand même sachez que la jeunesse est aussi la première victime du terrorisme. Donc, ce qui fait que le fait même de protéger cette jeunesse vis-à-vis de ce terrorisme aussi, c'est aussi une façon d'aider la jeunesse et de stabiliser sa situation. Donc, ne prenez pas tout mal non plus. Donc, le fait que le président investisse beaucoup dans la lutte contre le terrorisme, c'est aussi de donner à cette jeunesse... Il n'est pas question, je crois, de dire qu'il ne fallait pas financer la lutte contre le terrorisme. Non, bien au contraire. Pas dit ça. Moi, je disais que c'est aussi une façon d'aider la jeunesse en le protégeant, en fait. Je disais que c'est aussi des résultats. Parce que s'il n'y avait pas ça, je crois que la jeunesse... Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de sécurité au niveau du territoire, Alfred Chango. Elle est relative, la sécurité. C'est vrai que si on va aux marges du Burkina Faso, frontière avec le Mali, quand on voit avec le Niger... c'est vrai que de ce côté-là, dans l'arrière-pays, il y a l'insécurité est quand même encore présente, malgré les efforts de l'armée burkinabé, de ses services de sécurité, pour contrôler, pour maîtriser justement les conséquences de ce terrorisme qui frappe chaque fois. Il y a des enseignants qui ont été tués, des imams, etc., qui ont été tués donc par les terroristes. Évidemment, dans un contexte pareil, c'est très difficile de pouvoir dégager des ressources pour financer des projets qui étaient en cours, comme je disais tout à l'heure, l'intégration de la jeunesse justement dans ce projet-là. Parce qu'il y a toujours cette inquiétude. Au fond, il n'y a point de développement sans la paix, sans la sécurité. Et lorsque tout est subordonné à cela, et que l'État se trouve privé d'un certain nombre des ressources qui auraient pu être allouées justement à ce projet, à ce programme de financement de soutien à la jeunesse, et si on l'ajoute encore, mais ça c'est arrivé plus récemment, le Covid-19 qui paralyse tout le pays, les économies, etc., on peut dire effectivement que c'était beaucoup, c'était trop pour le Burkina Faso, comme ça l'est d'ailleurs pour le reste du continent, et au-delà du continent, et que donc il faut vraiment repartir sur de nouvelles bases. Alors on l'a dit, les élections vont se tenir dimanche, 22 novembre. On sait qu'un tiers du territoire est actuellement sous état d'urgence. Qui va pouvoir voter réellement dans ce contexte d'insécurité? On sait qu'il y a
certaines zones qui sont un peu plus protégées que d'autres, les zones urbaines par rapport aux zones un peu plus reculées. Voilà, il y a également beaucoup de déplacés, mais qui va pouvoir voter dans ces élections de dimanche? Ceux qui vont montrer à ces terroristes que la démocratie continuera, quelles que soient les actions de ces terroristes. Moi, je crois que c'est une façon aussi au peuple burkinabé de relever ce défi. C'est un défi parce que ces terroristes veulent justement empêcher que les élections aient lieu. Leur action, c'est de montrer que de détruire la démocratie. Donc, la réaction du peuple burkinabé, c'est aussi de faire tout, je dis bien tout, toutes celles et ceux qui sont en capacité de voter, de poser cet acte citoyen, aussi en façon de défier ces terroristes pour dire que quelle que soit leur action, la démocratie continuera à exister au Burkina. Et surtout, ceux qui vont voter, c'est ceux qui seront dans les villes, ceux qui sont encore dans des villes plus sécurisées, ceux qui sont dans des campagnes sécurisées et ceux qui sont malheureusement dans des zones où les enjeux sécuritaires font qu'ils ne peuvent pas voter. Ils accepteront que ce vote ait lieu aussi pour montrer à ces terroristes que le vote va avoir lieu, quelle que soit leur action. Alors ça c'est vrai effectivement, il faut que les élections aient lieu et elles vont avoir lieu, peu importe les conditions. Simplement ce qu'on peut regretter, c'est qu'un certain nombre aussi d'électeurs n'ont pas pu avoir accès à leurs documents pour aller voter. Du matériel aussi n'a pas été acheminé pour ces raisons d'insécurité et que finalement, tant qu'à faire, il faut que le corps électoral qui ira voter ce dimanche, quelles que soient les difficultés qu'il y a pour d'autres de ne pas voter, montre vraiment ce courage-là et aille déposer ce bulletin-là pour dire effectivement, quelles que soient les circonstances, nous sommes prêts à soutenir, à relever le défi de la démocratie et du Burkina Faso. Ça, c'est très important. On sait, on a vu ce qui s'est passé lorsque cette jeunesse-là, tous les Burkinabés se sont soulevés contre Blaise Compaoré. Malgré les armes qui étaient en face et tout, ils se sont dit, si vous voulez nous tuer à la garde présidentielle, vous nous tuerez, mais ça ne continuera pas comme ça. On ne changera pas, on ne modifiera pas la Constitution. C'est le même défi aujourd'hui. Voilà donc pour cette élection présidentielle qui doit se tenir dimanche 22 novembre. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. De retour dans l'Africa Newsroom. Deuxième partie, nous sommes toujours avec Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique centrale de l'Organisation internationale Internet sans frontières et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alfred Thiongo, éditorialiste d'Africa 24, est également toujours sur ce plateau et on va tout de suite passer au grand angle. Les petites et moyennes entreprises, malgré leur importance dans le tissu économique, peinent toujours à se développer sur le continent africain. Le principal obstacle, le financement. Difficile en effet pour ces sociétés d'accéder au crédit. C'est là qu'intervient actuellement une vingtaine d'institutions internationales de financement du développement qui promettent 4 milliards de dollars afin de soutenir la trésorerie des micro, petites et moyennes entreprises. Les précisions de Philomentine. La relance inclusive post-Covid-19 du secteur privé en Afrique va nécessiter un financement d'un montant de 4 milliards de dollars. Ces fonds seront notamment dédiés aux micro, petites et moyennes entreprises africaines MPME d'ici 2021. Ils ont été mobilisés par une vingtaine d'institutions internationales de financement du développement à l'occasion de l'événement Afrique vers une relance durable pour le secteur privé, organisé par l'EDFI, Association des institutions financières de développement européennes. Les petites et moyennes entreprises génèrent de loin la majorité des emplois en Afrique. C'est pourquoi la création, la promotion et le financement de ces entreprises sont essentiels pour le développement. Selon les acteurs financiers, les MPME représentent 90% du tissu entrepreneurial en Afrique subsaharienne
et sont indispensables à l'économie du continent africain. Ils fournissent des emplois essentiels aux populations vulnérables. Ces fonds de 4 milliards de dollars sont venus à point nommé. Il est important aussi que les États africains prêtent une plus grande attention à ces entreprises pour les PME et les PMI qui sont les plus grands pourvoyeurs de travail en Afrique subsaharienne, qui sont fondamentales pour le maintien de la paix sociale, afin qu'il y ait un redémarrage massif après cette pandémie, afin qu'ils ne déposent pas tous les bilans. La relance des économies africaines passera sans doute par la mobilisation en faveur du secteur privé, indiquent les spécialistes. Ainsi, des plans de soutien aux solutions financières inclusives à destination des MPME doivent nécessairement être élaborés à travers le continent. Donc une vingtaine d'institutions internationales de financement du développement ont donc annoncé leur volonté de mobiliser d'ici 2021 jusqu'à 4 milliards de dollars pour venir en aide à ces petites et moyennes entreprises, mais aussi micro-entreprises, une aide de 4 milliards de dollars à Fred Chongo. Mais est-ce que sur le long terme, c'est un modèle de financement qui peut être viable? Moi, ce qui m'étonne vraiment de l'Afrique, c'est que l'Afrique elle-même ne soit pas capable de générer ses propres ressources pour, créer un cadre des affaires pertinent pour les micro, petites et moyennes entreprises africaines au niveau de chaque pays ou de chaque sous-région ou chaque région de ce continent. De structurer justement ces petites, moyennes entreprises et micro-entreprises, de mettre en place des structures, des institutions de financement viables et de favoriser justement le développement de ces petites et moyennes entreprises et micro-entreprises. Et qu'il faille justement recourir à des institutions internationales pour pouvoir financer cela, ça me laisse quand même perplexe. Qu'on en soit aujourd'hui encore au XXIe siècle à ce stade-là. Ça montre évidemment les carences au fond de l'Afrique et la dépendance dans laquelle nous nous trouvons parce que nous ne pouvons pas générer nous-mêmes des ressources pour soutenir nos économies. Nous parlions tout à l'heure de la jeunesse du Burkina Faso et des difficultés de financer. C'est pareil dans toute l'Afrique parce qu'il n'y a pas d'institution bancaire, il n'y a pas d'institution de financement qui s'occupe justement de favoriser l'accès au crédit à ces jeunes qui veulent créer des entreprises. Et donc, pour moi, ça fait problème quand même. Oui, excusez-moi, Abdelkarim Yacoub Koundoungoum, il faut en finir avec ces aides ponctuelles, parce que ce n'est pas la première fois, il y a eu déjà énormément d'aides injectées, mais est-ce que quelque part, ça ne montre pas un manque de politique, en tout cas des gouvernements à l'égard des petites et moyennes entreprises? Il faut une vraie politique et en finir avec ces aides ponctuelles? Justement, c'est ce que je disais au début. L'Afrique répète toujours le même paradigme. Toujours. Il n'y a pas eu, malgré ces 70 ans d'indépendance pratiquement maintenant, il n'y a pas eu vraiment quelque chose qui a fait advenir des ruptures totales par rapport aux anciennes méthodes. Pour moi, c'est une goutte d'eau, 40 milliards. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, 4 milliards. Même pas 40. L'Afrique a 40 millions de PME et de très petites et moyennes entreprises. Sur les 40 milliards, 90% représentent les sociétés africaines et 70% d'emplois en Afrique. Et sur cela, ces 40 millions d'entreprises ne produisent que 33% du PIB africain. Alors que dans d'autres continents, les entreprises produisent 60 à 70% du PIB de leur pays ou de leur continent. Chez nous, c'est un tiers seulement. Pourquoi? C'est parce que, le financement que vous dites maintenant, c'est juste, qu'on peut dire, 0, quelques % des besoins réels de ces entreprises. Aujourd'hui, les PME et très petites entreprises africaines ont besoin de 145 milliards annuels. Donner 4 milliards, c'est bien peut-être que dans l'urgence, gérer des entreprises qui sont vraiment dans l'urgence absolue pour les sauver, mais vraiment les besoins réels, ce n'est pas 4 milliards, c'est 145 milliards. Maintenant, comment il faut faire et pourquoi ces très petites entreprises ont toujours besoin d'une soupape de sécurité, ont toujours besoin qu'on vienne en aide
comme l'a dit bien mon co-débatteur, de l'extérieur. Une main extérieure vient nous montrer comment faire ce qu'il faut pour développer l'Afrique. Tout le monde connaît la solution. Tout le monde connaît les difficultés et tout le monde connaît les besoins. Alors, qu'est-ce qui manque? Mais il faut maintenant un leadership, des leaders qui ont des visions et qui ont vraiment envie de développer ce secteur. Si la création d'emplois, qu'il soit même pour les jeunes dont on a parlé maintenant, et le secteur des PME, et si les PME sont aujourd'hui vraiment la base du développement, et que les jeunes sont dans ces secteurs, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui? Seulement 15 à 20%, 20 millions de ces entreprises ont accès au financement. Même ces 4 milliards, ce n'est pas tous les PME, étant donné que les 20 autres millions d'entreprises ne sont même pas parfois formelles, n'ont même pas accès au crédit, au système même du crédit n'ont pas accès. Donc, ça ne sert absolument à rien, chaque année, de venir nous dire que chaque fois que l'Afrique ou ces sociétés sont au bord du gouffre, on nous donne de l'aide extérieure pour permettre que ces entreprises survivent. Il faut que nos dirigeants vraiment se mettent à la tête que la solution, d'ailleurs le Rwanda a trouvé la solution, le Kenya, le Maroc, il y a 6 pays africains qui ont réussi quand même à montrer que si vraiment on a des dirigeants capables de mettre ces secteurs qui est vraiment le levier principal de développement, de priorité absolue de leur politique publique, de développement, on s'en sort. Aujourd'hui, quand on voit le Rwanda, quand on regarde les entreprises, les micro-entreprises rwandaises ont pratiquement à 90% accès à des financements. Et vous avez vu maintenant l'état du Rwanda, l'économie rwandaise, elle est florissante. Elle résiste face au choc dû au Covid. Et bien maintenant, il faut que nos États, nos dirigeants prennent conscience que l'aide extérieure ne fait que mettre des sparadraps sur nos problèmes. Alfred Tchongo, comment expliquer cette situation, notamment le fait que les États n'agissent pas suffisamment auprès des banques, notamment en multipliant les fonds de garantie afin justement de pouvoir aider un peu ces petites et moyennes entreprises? Il y a une relation entre la capacité de production d'un pays, d'exporter, d'importer et par le biais des exportations d'obtenir des ressources qui peuvent permettre justement de financer. Or, la plupart des économies africaines sont très fragiles, sont très faibles, tournées autour toujours de ces économies de rente, pétrole, etc. Et lorsqu'il y a des fluctuations sur le marché international, cette volatilité-là fait que beaucoup de projets, beaucoup de programmes tombent dans l'eau parce qu'il n'y a pas assez de moyens de financement. Les banques centrales, dans la plupart des pays africains, ne sont pas solides justement parce que n'ont pas les moyens de pouvoir financer, par exemple, les banques commerciales ou l'épargne, par exemple, qui est absente. Parce qu'à partir de l'épargne, on aurait pu justement se dire, on va utiliser cette épargne-là à soutenir ces micro, petites et moyennes entreprises. Or, dans la plupart des pays africains, à part quelques exceptions, comme on l'a dit ici, 6 ou 7 pays africains qui sont capables de le faire par leurs propres moyens, tout le reste dépend justement de l'aide extérieure. C'est là où c'est assez effarant, puisque ça fait plus de 60 ans qu'on est indépendant, mais on a l'impression d'être toujours au même point, qu'on stagne plutôt que d'avancer. Voyez les pays européens qui sont confrontés au Covid-19 ici. Que fait la Banque Centrale Européenne? C'est de dire on va mobiliser des moyens financiers colossaux pour pouvoir soutenir les économies, les entreprises, parce que si on ne le fait pas, ça va être le chaos, les entreprises vont disparaître, fermer, et on sait ce que ça signifie. Ça peut provoquer des révolutions, ça peut provoquer des révoltes. En Afrique, on n'a pas cette capacité-là de dire... Voilà, je vais peut-être amuser nos téléspectatrices, nos téléspectateurs, pour le coup. Voilà un pays comme la RD Congo, qui est un pays continent. Le budget 2020-2021 qui vient d'être voté est de 5 milliards de dollars. Et nous disons ici qu'il y a des 20 institutions qui veulent financer pour 4 milliards d'euros les projets. Vous voyez la différence qu'il y a là où la fragilité justement des États africains, de leur capacité à pouvoir financer tous ces projets-là. Abdelkarim. Je crois qu'il faut aussi ajouter ce qui vient d'être dit, c'est que les difficultés des PME africains n'est pas que d'ordre financier aussi. En fait, l'accès au crédit, c'est un des piliers. Il y a aussi le climat d'affaires.
Pour qu'il faut que ces États, nos États puissent aussi travailler ensemble afin d'instaurer un climat d'affaires favorable, afin que ces PME puissent aussi travailler correctement. Au-delà de ça, les PME africains ont beaucoup de difficultés à avoir accès aux compétences. Et pourquoi? Parce que nos États n'ont pas beaucoup investi dans l'éducation. Aujourd'hui, pour embaucher un informaticien, je ne sais pas, un logisticien, toutes ces compétences dont on a besoin ne sont pas disponibles. Et donc, ces PME ne peuvent pas se développer si en face l'État n'a pas créé des écoles, des formations afin de former cette jeunesse et de le mettre sur le marché d'emploi. En 2020, d'ici je crois que 5 ans, 450 millions de jeunes Africains viendront sur le marché du travail. Avec quelles compétences, pour quel marché? Et le pire, c'est qu'avec la digitalisation du monde économique, toutes ces compétences dont on a maintenant que la jeunesse africaine a, est caduque. Ça veut dire qu'il faut maintenant apprendre d'autres compétences pour être éligible à ces marchés qui arrivent. Donc, quand on regarde l'état de la connectivité de l'Afrique, de l'avancement de l'Internet, de l'accès de la jeunesse à cet outil numérique pour pouvoir aussi développer son emploi, être créatif et se développer et apprendre, le niveau, quand on regarde l'Afrique, c'est le dernier de tous les continents. Il n'y a que 23% du continent africain qui est connecté. Et 750 millions de jeunes qui n'ont même pas accès à ces outils. Donc, le problème est global. Si on veut vraiment résoudre ce problème, il faut que nos États vraiment se disent une fois qu'on ne peut plus compter sur les autres que nous-mêmes. C'est-à-dire essayer de prendre le problème vraiment comme priorité absolue, étant donné que c'est le centre de tout. Si on développe nos entreprises, si on leur donne des financements et si l'État, justement, essayait de... Il a dit tout à l'heure, les États européens, quand leur économie est en danger, quel que soit comme Macron a dit, quel que soit le prix, ils mettent le prix. Ils sauveront leurs entreprises, ils vont sauver tout ce qui est leur économie met en danger, ils vont sauver. Donc, pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Ça veut dire, quel que soit le coût, nos États doivent créer un partenariat public-privé. L'État doit être garant pour n'importe quel jeune entrepreneur qui veut emprunter de l'argent. L'État peut se poser garant. Il y en a. Ici, même pour le loyer des étudiants, l'État se met garant. Oui, mais chez nous, il n'y a pas. C'est tout le problème. Donc, finalement, c'est une question de vision, oui, c'est une question de volonté politique, c'est une question d'institution, c'est une question, je ne sais pas, d'envie de développer, quoi. C'est tout le problème des institutions et des structures à mettre en place, des infrastructures qui vont soutenir justement ces initiatives-là. Ça manque beaucoup en Afrique. Et le pire, c'est que les Africains ne copient pas, c'est les Africains qui réussissent. Par exemple, le Ghana, le Kenya, le Rwanda, le Maroc, la Côte d'Ivoire, tous ces États, l'Afrique du Sud, le Nigeria, réussissent. Mais pourquoi les autres, l'Éthiopie, vous voyez, l'Éthiopie quand même a fait un grand pas. Bien sûr. Et pourquoi ces réussites ne servent pas de locomotive aux autres? Ça veut dire qu'il n'y a pas de coopération inter-État afin qu'on échange nos compétences, nos jeunesses, que nos jeunesses circulent dans ces États-là, que nos jeunesses puissent faire acter à ces compétences. Si le Burkina a besoin de certaines compétences qu'il n'a pas sur le terrain, puis aller au Ghana les chercher, le Ghana vice-versa, on peut mutualiser nos forces. Et ça n'existe pas. Chacun est dans son enclos et essaie de se protéger des autres. C'est ça ce qui est terrible, alors que les gens sont déjà très loin ailleurs. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage. On va marquer une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, directeur Afrique centrale de l'organisation internationale Internet sans frontières et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Alfred Chongo, notre éditorialiste, est également avec nous. Tout de suite, le Zoom. À certains endroits du continent africain, le niveau des contaminations au Covid-19 reste relativement faible, mais dans d'autres pays, on assiste à une nouvelle flambée du virus. La géographie de la pandémie s'est transformée. C'est dans le nord du continent qu'elle progresse aujourd'hui le plus vite. Nelly Claude Bessa.
En Afrique, le nombre de personnes ayant vaincu le coronavirus ne cesse de croître. Selon le dernier bilan du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, 1,6 million de personnes ont déjà guéri de la maladie. Sur 1,9 million de contaminations, le continent enregistre 46 272 décès. En comparant les régions, on retient que l'Afrique australe est la plus touchée par la pandémie, à la fois en termes de nombre de cas positifs confirmés et de nombre de décès. Et l'Afrique du Sud a signalé le plus grand nombre de cas de Covid-19 qui ont atteint 742 394. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos efforts pour plier la courbe. Le virus a tendance à vous donner un signe que vous gagnez et il revient plus sévèrement. Nous plaidons fermement pour des mesures de contrôle, y compris le port de masques, et nous appelons les pays à subventionner les masques. Bien qu'encourageant les essais cliniques relatifs aux vaccins contre la Covid-19, Africa CDC recommande le renforcement des mesures publiques gouvernementales avant l'introduction réelle de ce vaccin sur le continent. Pour l'heure, l'institution africaine œuvre à la préparation et à la fabrication des vaccins. Le continent va avoir suffisamment de volume pour vacciner 20% de sa population. Nous aspirons à vacciner jusqu'à 60% de notre population afin d'obtenir l'immunité communautaire compte tenu de la taille et des caractéristiques de notre continent. Les premières doses iront prioritairement aux agents de santé en première ligne ainsi qu'aux personnes âgées. Le continent africain a connu une augmentation de 8% de nouvelles infections que Africa CDC a attribuées à la facilité de mouvement. Les pays du continent sont donc exhortés à intensifier la lutte contre le coronavirus. Alors le continent africain qui assiste actuellement à une hausse du nombre de contaminations, même si au niveau des pays, ce n'est pas tout à fait la même chose. On assiste surtout à cette flambée des contaminations au Maghreb. Alfred Chongo, alors la grande question qui se pose actuellement, c'est la question des vaccins, bien sûr. Et il y a quelques jours, le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé un vaccin qui marcherait à 90%. Alors il y a quelques jours, Pfizer est venu dire que finalement c'est 95%. Ensuite, il y a eu Moderna, un vaccin là aussi qui fonctionne à un peu plus de 94%. Alors la question pour ce qui est de l'Afrique, c'est le positionnement des dirigeants africains sur cette question de la vaccination. Alfred Chongo. Avant de répondre à votre question, Zahra, je voudrais faire une observation ici qui montre effectivement le paradoxe au fond de l'Afrique. Lorsque on a atteint le pic de la première vague du Covid-19, je me souviens que tout de suite l'idée était venue, outre les recherches sur la recombinaison des molécules existantes, donc recherche médicamenteuse pour soigner le Covid-19, il y avait l'axe de la recherche vaccinologique. Il y a eu une levée de boucliers en Afrique, des scientifiques, des associations, la société civile pour dire, voilà, on veut encore venir tuer les Africains avec les vaccins. Et je me souviens qu'il y a le professeur Muyembe qui s'occupe en RD Congo, qui s'occupait d'Ebola, qui avait malencontreusement dit, bon, la RD Congo va participer aux essais cliniques pour ces vaccins. Ça a été une levée de bouclier extraordinaire pour dire, ben voilà, il va encore faire tuer des Congolais et tout ça. C'est ça le problème de l'Afrique, d'être toujours suiveuse, de n'être pas à l'initiative. Aucun chercheur africain, aucun médecin, aucun épidémiologiste, aucun parasitologue n'a participé à ces recherches de vaccins et pourtant on en a des qualités. Et maintenant, on va dépendre justement de ces vaccins. Et d'ailleurs, on l'a quand même vu avec l'Afrique du Sud qui a accepté presque au tout début de la pandémie de participer à des études avec l'université d'Oxford. Exactement, c'est l'un des rares pays africains qui a accepté cela. Et donc aujourd'hui, les États, l'Union africaine a signé des contrats avec Pfizer, avec Moderna, etc., même Zineka avec Oxford, pour pouvoir avoir des doses. Et je me dis, vous voyez, on va encore enrichir ces entreprises-là, et l'Afrique va être encore suiveuse comme d'habitude. Alors, je dis,
à un certain moment, il faut que nous sortions de l'idéologie en Afrique pour savoir que sur ces questions sanitaires, qui sont des questions importantes, qui sont capitales, il faut que l'Afrique aussi prenne sa part. On a des chercheurs de qualité, donnez-leur les moyens de travailler. On a des universitaires, des scientifiques de qualité, donnez-leur les moyens des laboratoires pour pouvoir aussi participer à ces actions-là. Et moi, je regrette qu'on puisse enrichir encore des entreprises américaines et autres avec l'argent des contribuables africains et où qu'on s'endette encore pour pouvoir obtenir ces vaccins-là. Alors, Abdelkarim Yacoub Koundoungoumi, le positionnement des dirigeants africains sur cette question de la vaccination. On entend peu les présidents africains évoquer cette question à l'heure où les pays tels que la France, les États-Unis sont en train déjà de procéder à l'achat des doses lorsque le vaccin sera mis sur le marché. Donc là, est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les Africains? Est-ce que oui ou non, ils vont pouvoir bénéficier de ces vaccins? C'est quand même la grande question actuellement. C'est très inquiétant dans le sens où dans la position de l'Union africaine, pour une fois que l'Union africaine commence déjà à bouger, il faut se féliciter. Ça, c'est... Alors, bouger, ça dépend à quel niveau. Pour la première fois, je vois l'Union africaine déjà commencer à anticiper des choses. Oui. Ça, c'est déjà, il faut encourager. Quand de bonnes choses arrivent, il faut encourager. Bien sûr. Maintenant, la question qui se pose maintenant, c'est à quelles conditions? Et comment? Et quand? Étant donné que quand on veut des choses gratuitement, à bas coût, on doit être servi les derniers. C'est ça. Et je ne sais pas si vous avez suivi un peu les dirigeants du monde. Chacun dit « mon peuple est prioritaire ». Exactement. L'Europe est prioritaire. On a les États-Unis d'abord. Oui. Donc, si les autres sont prioritaires, ça veut dire que l'Afrique, n'ayant pas les moyens d'acheter elle-même les vaccins, donc du coup, même si elle avait le moyen d'acheter, ça veut dire que ces vaccins-là ne doivent être vendus qu'aux Américains, aux Européens en priorité. C'est ça. Donald Trump l'a dit, les Européens disent aussi. Donc, la question, c'est de compléter ce que Alfred l'a dit tout à l'heure. C'est que l'Afrique suiveuse, l'Afrique toujours demandeuse, l'Afrique toujours tend la main, l'Afrique toujours veut qu'on le secoue dans la détresse, c'est cette Afrique-là qui existe toujours. C'est de construire quelque chose que... Pourquoi? On a des chercheurs. Même si nos chercheurs ne sont pas pris en compte, parce que l'Institut Pasteur de Dakar a fait un travail formidable. Oui, oui. Mais qui a validé ce travail? Les Européens ont refusé de prendre en compte tout leur travail, ne le considèrent même pas. Donc, si nos chercheurs, nos instituts, nos politiques, tout ça, personne ne prend en compte, comment voulez-vous que même nos dirigeants ne prennent en compte? Moi, ça m'a fait un peu mal au cœur, parce que j'ai vu beaucoup de dirigeants en plein Covid, essayer de tout faire pour venir se faire hospitaliser en Europe ou ailleurs. Même des pays africains, dans leur propre pays, il n'y a pas des hôpitaux et même des systèmes de santé capables même d'assurer leurs propres soins. Donc comment voulez-vous que ces dirigeants, avec cette mentalité, c'est-à-dire qu'au moindre mal, ils ont leur jet privé, ils viennent se soigner dans des hôpitaux incroyablement chers en Europe, ils ne peuvent pas le faire. Et là, le fait que le Covid est arrivé, ils se sont rendus compte de tout ce qu'ils n'ont pas pu faire pour leur propre peuple. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, c'est bien d'anticiper. Alors, est-ce qu'ils se sont réellement rendus compte? Ils se sont rendus compte, si réellement il y avait une réelle prise de conscience, il y aurait eu quand même certains dispositifs mis en place, même si effectivement il y a eu quand même des petits dispositifs pour un petit peu enrayer la propagation du virus, mais pas réellement un vrai dispositif sanitaire au niveau des hôpitaux notamment. Vous savez pourquoi ils se sont précipités tous à appliquer immédiatement les mesures de confinement pour que les gens ne sortent pas dehors, et sans même mesures d'accompagnement? Parce que c'était la période la plus propice à la révolte. Les citoyens, finalement, se sont rendus compte que rien n'a été fait. Donc, cette période, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le moins qu'ils peuvent le dire, c'est bon pour eux. Parce que si les citoyens ont l'information qu'on est en train de dire maintenant, qu'ils savent que rien n'a été fait et qu'ils n'auront pas des vaccins, de toute façon, ils ne sont pas prioritaires, mais ces citoyens ne vont pas rester dire, OK, on va attendre parce que jusqu'à ce que nos dirigeants aient. En fait, donc, ce qui fait que ça a arrangé que ne disent rien. Et que les citoyens ne savent rien et qu'on leur demande toujours de rester à la maison. Il y a eu la rentrée scolaire en Afrique. Et dans quelles conditions sanitaires les jeunes enfants africains sont répartis à l'école? Les mesures barrières? Est-ce qu'il y a eu des masques? Est-ce qu'il y a eu des campagnes de sensibilisation? Est-ce qu'il y a eu, alors que des millions de jeunes africains sont répartis à l'université, sont répartis à l'école, sans même parfois des mesures? Alors que regardez ailleurs comment des mesures ont été prises pour sécuriser leurs enfants.
Alors là j'ajouterais simplement ceci, que effectivement lors de la première vague, toujours par suivisme, par mimétisme, tous les pays africains ont fait comme tout le monde, on ferme les frontières, voilà, on isole, on confine. Et puis, au même moment d'ailleurs, alors parfois c'était pas, les pays européens n'étaient pas exactement au même niveau que certains pays africains, mais les pays africains ont adopté exactement les mêmes mesures au même moment. Exactement, donc ça a été ça. Et ça a fait beaucoup de dégâts. Non, ça a permis, économiquement, socialement, parce que les gens qui vivent au jour le jour, Dieu leur dit de rester à la maison pendant 24 heures sans eau, sans électricité. Mais également d'un point de vue sanitaire, parce que lorsque la France, par exemple, a décidé de déconfiner, certains pays africains ont également décidé de déconfiner à ce moment-là, alors qu'ils étaient à ce moment-là au pic de l'épidémie. Mais avec ceci, à l'avantage de l'Afrique, bon, on ne sait pas pourquoi la contamination, la pandémie ne s'est pas trop étendue en Afrique par rapport au reste du monde. Je ne suis pas très convaincu là-dessus, parce que est-ce que l'Afrique a fait des tests? Parce que les gens ne font même pas des tests pour savoir. C'est ça qu'on sait qu'il n'y a pas de Covid en Afrique, parce qu'on dit on ne voit pas les morts, on ne voit pas les malades parce qu'il n'y a pas eu de tests. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 20 000 cas par jour en France, parce qu'on fait 20 000 tests par jour. Oui, mais et en Afrique, sur le continent africain, on n'en a testé que 20 millions de personnes seulement. La différence, 1,3 milliard. Oui, la différence est que, effectivement, on ne sait pas, en tout cas tous les épidémiologistes, que ce soit de l'OMS, de l'Union africaine, le CDC, ou d'Europe, des États-Unis, ils ne comprennent pas pourquoi justement, même s'il n'y a pas beaucoup de tests, il n'y a pas cette propagation. On essaie d'expliquer simplement par le fait que, probablement, parce que les Africains ont toujours vécu dans les épidémies. La jeunesse. Ils ont des vaccins, etc., etc. Peut-être. L'Afrique du Sud, par exemple, a contrôlé, mais il y a eu 50 000 morts. Oui. Ça repart aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, alors là, on essaie d'expliquer par le changement des saisons. On entre dans l'hiver maintenant austral et que ça fait remonter des cas. Donc, sur la politique africaine, en tout cas dans la première vague, je dirais que même en prenant ces mesures de suivisme, on a pu contrôler quand même plus ou moins. C'est simplement dans la politique de la santé par la suite pour pouvoir protéger ces populations, pour ne pas être obligé d'acheter des vaccins. Et ce n'est même pas l'Afrique qui va l'acheter, mais ce sont les organisations internationales qui vont financer justement ces 20 millions de doses qu'on va avoir. C'est-à-dire d'être toujours à l'écart de ces circuits, de ces systèmes de production des savoirs et des techniques. C'est ça qui, pour moi, m'enrage beaucoup en ce qui concerne l'Afrique. Mais la question, le pire, c'est que les gens n'en tirent pas les leçons de ce qui arrive. C'est vrai. On fait que du mimétisme, les gens ferment ailleurs, on ferme ici, les gens ouvrent, on prend des ordres et on avance. Moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites pourquoi aujourd'hui on a dit en Afrique du Sud, il y a eu 50 000 morts, il y a eu l'augmentation des cas, parce que l'Afrique du Sud fait des tests. C'est le seul pays où le continent a la capacité de le faire. Regardez le cas du Tchad, en pleine première vague, même la machine pour faire les tests est tombée en panne. Il n'y a pas d'électricité. Vous voyez, alors que l'ONU a été obligée de donner des groupes électrogènes pour alimenter ça. Vous imaginez? Oui. Et de deux, comme les gens n'ont pas d'informations, n'ont pas les gestes, vous savez, chez nous, les gestes barrières, ça n'a pas de sens parfois. Les gens sont tout le temps ensemble, ils mangent ensemble. Bien sûr, on n'a pas forcément les moyens de le faire. Donc, vraiment, moi, je dis que la situation est très grave. Et les gens profitent de les Africains, nous sommes résilients, on a vu de toutes les couleurs, donc ce qui fait que... Mais on ne sait même pas, parfois on est arrivé à une situation où c'est le palu ou le Covid. C'est ça, voilà. Tout le temps, les gens disent que non, c'est le typhoïde, il est mort de typhoïde, il est mort de palu, il est mort de ceci. Les gens n'arrivent même pas à faire. Deux, on a fait passer une idée comme quoi avoir le Covid, c'était une maladie honteuse. Donc les gens ne déclarent même pas les gens qui sont malades, de peur de dire que si les voisins savent que vous avez le Covid, personne, vous voyez, c'est une maladie que personne ne dit. Les gens ont peur d'être marginalisés. Mais ça, je trouve ça il n'y a pas une campagne. Infinitésimale. Si, il y a eu des campagnes quand même dans toute l'Afrique. Donc moi je crois qu'il faut mettre le paquet. Dans tous les pays, il y a eu des campagnes quand même pour prévenir. Les gens n'y croient pas. Ils disent que le Covid ne résiste pas au soleil, le Covid, mais c'est ceci. C'est toujours la même histoire, même ici, tous ceux qui refusent, les anti-masques et les anti-gestes barrières et tout ça, qui disent c'est un complot. Il y a un film qui vient de sortir, Hold Up, par exemple.
Oui, mais qui a vous voyez? Oui, mais ça, c'est dans des sociétés où les gens ils ont Mais accès à justement, l'information. Chez nous, l'information ne circule même pas. L'information, qu'il soit bonne ou mauvaise, ne circule pas. La résistance à l'information et à la connaissance n'est pas propre à l'Afrique, elle est propre au monde entier. Que ce soit aux États-Unis, on le voit, le président, il y a 250 millions de morts aux États-Unis aujourd'hui. Plus de cinquantaine de millions de contaminés aux États-Unis. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que même dans les pays où on a les moyens de faire les tests, de prendre tous ces gestes-là, il y a encore des sceptiques pour dire que ça n'existe pas. Et donc en Afrique, c'est moindre. Non, c'est moindre. C'est moindre parce que c'est invisible. Ici, les gens sceptiques sont visibles et l'expriment. Mais l'autre question que je voulais revenir dessus, c'est à qui profite cette situation? C'est nos dirigeants, en fait. Moi, je crois qu'il faut qu'on soit dans une situation où le peuple demande des comptes et qu'on teste les gens et qu'on a des preuves scientifiques que c'est comme ça. Et non des déclarations politiques ou des sentiments sociaux pour dire qu'on n'a pas, qu'on est des blindés, qu'on est ceci, que les Africains là ont tout vu. Non, ça profite à ces dirigeants qui n'ont rien foutu. Donc, si vous voulez vraiment que ces dirigeants prennent leurs responsabilités, il faut leur montrer scientifiquement la situation réelle des Africains, qu'ils soient sur le plan sanitaire ou que sur le plan économique, qui n'ont rien fait et qui doivent vraiment bouger pour régler le problème. Les autorités sanitaires africaines dans tous les pays ont pris le taureau par le corne. Avec quels moyens? Les moyens de diffusion, simplement de sensibilisation. Donnez-moi un pays. Le Cameroun, par exemple. Aujourd'hui, il y a combien de respirateurs par pays et par population? Non, c'est pas ça le problème. Non, c'est un exemple. Quand on regarde notre système de santé, aujourd'hui au Tchad, par exemple, il y a combien de respirateurs pour 15 millions de Tchadiens? Là, Abdelkarim, là, tu es en train de confondre deux choses. Lesquels? Les équipements, les moyens pour pouvoir justement prendre en charge cette maladie. Je ne confonds pas. Et les politiques de sensibilisation, de notre pays. Politiques de sensibilisation et d'information, ça s'est fait dans tous les pays africains. Et qui a tous les épidémiologistes africains, tous les parasitologues africains dans chacun des pays ont fait de l'information auprès des populations. Les populations n'ont pas eu accès à ces informations parce qu'ils n'ont pas eu la bonne information. On leur a juste demandé des mesures barrières. Tout ce qui a été fait, des mesures barrières, c'est tout. Est-ce que les mesures barrières représentent la solution à cette pandémie? Non. Jusqu'à présent, la mesure barrière, c'est préventive. Justement, mieux vaut prévenir que guérir. Oui, mais les mesures préventives qui sont incapables de respecter. Non. Est-ce que les populations ont le moyen de respecter les mesures préventives? Est-ce qu'on a accompagné des moyens d'accompagnement à cette population? Bien sûr, ça a été fait. J'ai vu partout en Afrique de petites structures fabriquer des masques en tissu. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. L'école. Les enfants sont allés à l'école brute. Sans rien. Non. Donc, ne dites pas que... Dans quelle école on a mis des enfants à 1 mètre de distance? Quand on a, par exemple, 70 000 étudiants dans l'université de Ouaga, tu ne peux pas faire des mesures barrières de 1 mètre alors que sa capacité est de 25 000. Effectivement. C'est une généralisation abusive. Non, pas du tout, mais c'est une inquiétude générale. Merci beaucoup à tous les deux pour ce décryptage et notamment sur... cette question de la propagation du Covid-19 qui est réellement inquiétante. Merci à tous les deux. Merci à vous Abdelkarim Yacoub Kondogoumi. Je rappelle que vous êtes directeur Afrique centrale de l'organisation internationale, effectivement, sans frontières et chercheur, bien sûr, associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Un grand merci à notre éditorialiste Alfred Thiong'o. Merci beaucoup, Alfred. Merci infiniment et à mes très chères téléspectatrices. Par ces temps de Covid, prenez bien soin de vous. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée.